Bien. Honorable assistance, chers amis et chers maîtres, bonjour à tous. Bon, je vais essayer un petit peu de dédramatiser la situation parce que vous avez eu une communication très technique, mais il était fondamental de procéder à ce préambule pour essayer de comprendre ce qui va suivre. Donc pour essayer de simplifier pour les plus profonds d'entre vous, je vous dirais juste que l'accouchement est un événement certes physiologique, du moins connu comme étant physiologique, mais qui peut être grevé d'un certain nombre de complications. C'est la raison pour laquelle nos parturientes accouchent dans une structure médicalisée. L'accouchement maintenant est un événement qui doit être médicalisé. Sinon, on ferait face à des accouchements comme il y a quelques années, quelques décennies de ça. C'est ce qu'ont vécu nos mères et nos grands-mères respectives, des accouchements à domicile. Mais en 2017, je pense que l'aspirance de tout citoyen, c'est de pouvoir accéder à des soins de qualité et surtout une prise en charge efficiente. Donc pour comprendre, essayez juste d'imaginer un fœtus avec toute la fragilité qu'il représente. Il doit subir une maturation pendant un certain nombre de mois, ce qui est la gestation, et au final, il doit également subir des contraintes qui sont d'ordre physique et mécanique pour à la fois subir des contractions utérines. C'est comme si vous vous preniez pendant plus de 12 heures, toutes les 3 ou 4 minutes, une série de coups de poing et de coups de pied. C'est comme si on vous rouait de coups et vous devez supporter tout ça. C'est vraiment une image qui représente très symboliquement ce que les contraintes mécaniques et physiques que subit le fœtus pendant le travail. Ensuite, grâce ou bien à cause de ces contraintes, il devra passer à travers un défilé osseux qui est une sorte de cylindre incurvé qui fait à peine 11-12 cm de diamètre. Et vous essayez d'imaginer. Donc il y a une inadaptation du contenu au contenant, mais malgré tout, la chose se fait de façon tout à fait naturelle. Donc le fœtus doit s'armer suffisamment avec un certain nombre d'adaptations pour essayer de faire face à ces contraintes-là. Mais par moment, il y a des incidents qui peuvent se produire, et c'est pour cela que cet accouchement doit être surveillé. Maintenant, nous allons essayer de comprendre quelles sont les modalités de cette surveillance. Très bien. Donc, le but d'une surveillance fœtale au cours du travail, c'est-à-dire en salle d'accouchement, est tout simplement la prévention d'une asphyxie fœtale perpartum. Donc, nous allons essayer de comprendre lors de la communication qui va suivre quelle est la définition exacte de cette asphyxie. Je vous ai donné quelques éléments de référence. C'est une altération tout simplement des échanges gazeux utéroplacentaires. Donc, il y a un certain nombre d'échanges de gazeux entre la mère et l'enfant à travers le sang, c'est-à-dire l'oxygène et le CO2 qui vont s'effectuer. Ces échanges-là vont être perturbés à cause des contraintes que je viens d'énumérer. Cette situation va conduire automatiquement à une situation d'acidose. L'être humain vit avec un pH qui est plus ou moins neutre. Donc nous ne sommes ni des êtres au pH acide ni au pH alcalin. Nous sommes des êtres au pH plutôt neutre. Et cette acidité va avoir des retentissements sur le métabolisme cellulaire. Et les cellules les plus importantes au sein du corps, ça reste le cerveau, le cœur et les glandes surrénales. Donc elle va représenter pour le fœtus un risque qui peut être potentiellement mortel à court terme ou bien immédiatement, et voire menacé à long ou bien à moyen terme par le développement de ce qu'on appelle une infirmité motrice cérébrale. Donc la première des choses à faire quand vous recevez comme ça une parturiente en salle de travail, donc il y a tout un arsenal thérapeutique et médical pour pouvoir surveiller à la fois la maman, mais également le fœtus. Donc on se concentrera sur le fœtus essentiellement pour dire qu'il faut d'abord étudier le dossier obstétrical pour essayer de mettre en évidence déjà des situations à risque potentiel. Une grossesse à haut risque, ce qu'on appelle les GHR. Ça, c'est la première des choses. Donc par exemple, une grossesse qui a dépassé le terme, une grossesse qui va accoucher avant le terme, c'est la prématurité, ou bien quand il y a des pathologies surajoutées chez la mère, un diabète, l'hypertension, une maladie systémique ou autre chose. Il faudra automatiquement réaliser ce qu'on appelle un enregistrement du rythme cardiaque fœtal qui va se répéter régulièrement, au moins pendant 20 minutes. Et nous avons tout un arsenal d'autres techniques de surveillance qui n'ont pas fait la preuve de leur utilité au moment du travail. Donc on se concentrera essentiellement sur l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal. Très bien. Les modalités de surveillance avec le rythme cardiaque, du rythme cardiaque fœtal. Donc il y a deux modalités connues, c'est-à-dire ce qu'on appelle la surveillance discontinue. Elle se fait tout simplement grâce à ce qu'on appelle le stéthoscope de Pinard. Donc pour l'assistance féminine qui est présente et pour celles d'entre vous qui ont accouché, c'est une sorte de tube très simpliste qui est l'ancêtre du stéthoscope moderne que nous connaissons et qu'il suffit de placer sur le ventre de la mère pour pouvoir écouter. Mais ça engage un certain nombre d'obligations qui sont celles de surveiller régulièrement ces patientes
qui doivent rentrer dans une catégorie bien définie, qui sont des patientes à bas risque. Donc, un accouchement qui est censé se dérouler le plus normalement du monde. Il n'y a aucune contrainte particulière par rapport au déroulement de sa grossesse ou bien au déroulement de l'accouchement. Il n'y a aucun facteur de risque pour pouvoir la surclasser en grossesse à haut risque, mais également la présence continue d'une sage-femme en salle de travail. Ce qui est loin d'être atteint, même dans les maternités les plus sophistiquées, dans les zones géographiques les plus développées. Parce que simplement, les maternités sont submergées partout à travers le monde et il y a toujours cette problématique de ressources humaines qui reste insuffisante par rapport au flux des patientes qui sont drainés par les maternités. Donc la solution a été trouvée, c'était de procéder à ce qu'on appelait un enregistrement continu grâce à un appareil tout simple qui permet de capter le rythme cardiaque du fœtus. Il a permis certes d'augmenter le taux de césarienne parce que tout simplement dès qu'il y avait un signe d'alarme, on se précipiter à faire une extraction par la voie haute, donc par la césarienne, pour éviter une complication. Mais en parallèle, nous avons une courbe décroissante en termes de nombre de complications néonatales. Donc, ce qui est recommandé actuellement, c'est de procéder à cet enregistrement continu pendant le travail. Donc, la faisabilité. Donc, on enregistre un rythme cardiaque fœtal, comme vous le voyez sur l'icône de gauche. Donc, vous avez un rythme qui est plutôt tachycardisant et sur l'icône de droite, plutôt un rythme bradycardisant. Parce que le rythme cardiaque moyen doit se situer entre 110 et 160 battements par minute. Quels sont les autres critères de la normalité de ce rythme cardiaque fœtal? Il doit avoir une variabilité qui est normale. Donc, qu'est-ce que c'est que la variabilité? Sur l'icône de gauche, vous voyez une ligne de trémulation. Donc, elle doit trémuler suffisamment. Donc, on a une sorte de papier millimétré qui nous permettra de voir quelle est la trémulation suffisante de ce rythme cardiaque fœtal. Il doit également avoir ce qu'on appelle des phases de réactivité, donc ce qu'on appelle des phases d'accélération. Et ces phases d'accélération ont des conditions qui vont permettre de signer de façon tangible le bien-être fœtal. Ces accélérations doivent être au minimum au nombre de 2 pendant un enregistrement qui doit durer 20 minutes, parce que ça correspond à la phase de veille du bébé ou bien du fœtus. Et en parallèle, nous avons une phase de sommeil qui ne doit pas dépasser les 40 minutes, au cours de laquelle on peut se permettre de ne pas avoir ces phases de réaction. C'est tout à fait normal s'il est endormi. Bien. Le critère négatif, donc pour avoir un ERCF qui est tout à fait normal, il faut avoir les 3 signes positifs, donc un rythme de base qui est situé dans l'intervalle reconnu, une variabilité suffisante et des phases d'accélération. Et un signe négatif, il ne doit pas y avoir de ralentissement. Les ralentissements, ce sont ce qu'on appelle des phases de bradycardie. Elles sont conditionnées, il y en a plusieurs sortes, elles peuvent être le témoin tangible également ici de ce qu'on appelle, entre guillemets, la souffrance fœtale aiguë. Donc, ces ralentissements peuvent être précoces, donc ils sont contemporains des contractions utérines, c'est tout à fait normal. Quand il y a contraction utérine, les vaisseaux qui transmettent le sang de la mère à l'enfant vont se rétracter, vont être comprimés, donc le sang afflue moins bien, donc les vitesses et les flux vélocimétriques vont descendre, ce qui fait qu'il y a un apport insuffisant en oxygène. Donc, il va normalement décélérer à ce moment-là, ce qui n'est pas forcément pathologique. Mais quand ces décélérations, bien ces ralentissements sont tardifs, donc ils surviennent après la contraction utérine, là il faudra chercher les raisons et le pourquoi du comment. Nous avons également des ralentissements qui sont variables, ceux-ci peuvent survenir indépendamment des contractions utérines. Ils ont une forte corrélation avec un caractère pathologique de l'état de bien-être fœtal. Donc nous avons les caractéristiques et on doit les reconnaître en tant que tels. Donc, l'analyse du RCF pendant le travail, nous pouvons également avoir ce qu'on appelle des faux ralentissements. Les faux ralentissements, c'est tout simplement un mauvais enregistrement. Donc, d'un point de vue technique, il y a une malfaçon qui fait qu'à un moment donné, on n'a pas d'enregistrement. On l'appelle vulgairement et plus couramment ce qu'on appelle des pertes de foyer. Donc, vous posez une électrode au niveau du ventre maternel pour essayer de capter le rythme cardiaque fœtal et par moment, le fœtus se déplace ou bien la maman bouge, ce qui fait que cette électrode n'est plus centrée sur le cœur du bébé et ce qui explique ces petites pertes fœtales. Dans ce cas-là, il ne faudra pas trop s'inquiéter, il faudra juste rechercher le bon foyer et repositionner votre électrode. Comment est-ce qu'on interprète ce RCF? Depuis 2008, le Collège national de gynécologues obstétriciens français, qui est une organisation et une société savante assez phare et emblématique pour nous, praticiens francophones, et que dont les recommandations sont suivies de près, a essayé de classer ces anomalies du rythme cardiaque fœtal en 5 catégories, ou bien ce rythme cardiaque fœtal en 5 catégories que vous voyez sur ce tableau-là. Donc vous voyez qu'il peut y avoir un ERCF qui est presque normal, tout en haut, et un ERCF qui peut être quasi normal, avec faible risque d'acédose. En code jaune, ici, vous avez un risque d'acédose qui est assez probant et pathologique.
est préterminal. Donc le code orange, c'est un risque d'importante acédose et le code rouge, c'est un risque majeur d'acédose. Donc ce code couleur nous facilite très facilement la chose. Donc il suffit juste de poser les yeux pour avoir un repère visuel et pour savoir où est-ce qu'on se situe. Tout le monde sait que quand la couleur est plutôt verte, c'est que les choses sont plutôt permises. Le jaune et le orange annoncent, préparent le danger, et quand c'est le rouge, c'est le danger est avéré. C'est à peu près les mêmes codes couleurs pour ce qui est des feux de circulation, pour ce qui est de la classification des tempêtes tropicales, puisque c'est l'actualité en ce moment, et on le connaît comme ça. Donc, quelle va être l'attitude? Quand vous avez un ERCF qui est plutôt normal, donc on a plutôt un code qui est vraiment vert, un vert flamboyant, il a une sensibilité élevée de diagnostic d'asphyxie. Donc la valeur prédictive négative d'asphyxie, elle est quasiment absolue. C'est-à-dire quand vous avez un ERCF normal, vous pouvez dire de façon sûre et certaine, presque à 100%, qu'il n'y a aucun risque d'asphyxie fétale. Par contre, quand vous avez un ERCF qui est à faible risque d'acédose, c'est un vert plutôt qui commence à virer un petit peu au jaune, il y a un risque potentiel. Et dans ce cas-là, il faudra procéder à une surveillance continue qui va être 2 fois plus armée, voire plus. Donc il faudra se concentrer réellement sur l'état de bien-être fœtal et ne pas se faire avoir par ce qu'on appelle des petites inattentions qui peuvent produire en salle de travail pour X ou Y raison. Par contre, quand c'est un code jaune, et là je vais avancer très rapidement, il faudra tenter ce qu'on appelle une action correctrice. Donc qu'est-ce qu'une action correctrice? Tout simplement, il faudra essayer d'améliorer les conditions de travail de cette femme qui est en train d'accoucher. Comment est-ce qu'on peut le faire? On peut changer la position. On l'a vu tout à l'heure avec le Dr Boudjeja qui vous a expliqué que la position du décubitus dorsal, c'est-à-dire quand la patiente est allongée sur le dos, son utérus, avec tout le poids qu'il contient, va comprimer les gros vaisseaux, l'artère et la veine cave, ce qui va permettre de réduire les apports en sang au niveau de l'utérus et avec ce que ça accompagne comme saturation en oxygène. Donc on peut déplacer la patiente en adoptant une mesure posturale qui est celle de se déplacer un petit peu sur le côté gauche. Ça permet de lever un petit peu cet obstacle et d'améliorer la perfusion. C'est ce qu'on appelle l'effet Posario. Il y a également des actions correctrices. Si on avait mis des protocoles médicamenteux qui accélèrent un petit peu le processus des contractions, on va les arrêter. On peut, dans certains cas, apporter également de l'oxygène à la mère, mais depuis quelques temps, on avait dit qu'il n'y avait aucun intérêt à le faire. Donc, c'est ce qu'on appelle les mesures correctrices. Je vais les détailler un petit peu plus tard. D'accord. Pour ce qui est du code orange, cette fois-ci, il faudra essayer d'agir le plus rapidement possible. Soit en tentant une extraction rapide par voie basse, parce que l'accouchement, il est imminent, donc on essaye de terminer très rapidement l'accouchement, ou bien quand vous avez une progression du travail qui est plutôt lente, ou bien que la femme est en début de travail, donc elle est loin, donc il faudra essayer d'avoir recours à une extraction par voie haute, dans la mesure du possible, si vous disposez bien évidemment de l'infrastructure adéquate, à savoir un bloc opératoire et une équipe chirurgicale qui est rodée à cet exercice de style. Pour ce qui est du code rouge, on n'attend rien. Donc d'emblée, c'est une extraction immédiate. Vous l'aurez tous compris. Indépendamment de ces techniques de surveillance de première ligne, nous avons également des techniques de surveillance de deuxième ligne. Alors je dois vous le dire, et je dois être un petit peu honnête avec vous, c'est qu'au cours de ma petite et maigre expérience, c'est des instruments que je n'ai jamais vus. Et ça pose problème au niveau des maternités algériennes parce qu'on va comprendre que le pH au scalp est un paramètre très très important pour essayer de déterminer avec exactitude l'existence ou pas ou non d'une acidose métabolique. Parce que si on se fie uniquement à l'ERCF, on l'avait vu tout à l'heure, c'est vrai que l'ERCF inquiétant va nous amener à faire une césarienne des fois par excès. Ça augmente le nombre de césariennes et ça va nous exposer ultérieurement à d'autres problématiques d'ordre obstétrical qui sont celles d'avoir des patientes qui vont revenir pour une deuxième grossesse, qui vont accoucher sur un utérus qui a déjà été mutilé. Ça reste une chirurgie. Mais ça nous permettra, on va dire, de prêcher par excès pour essayer de sauvegarder le bien-être de ce futur enfant à naître. Mais le pH au scalp va nous permettre d'avoir une sorte de médiane ou d'un juste milieu entre une attitude trop excessive et procédurière en optant pour une attitude chirurgicale et ne pas trop attendre également au risque d'avoir des complications d'ordre fœtal. Qu'est-ce que c'est que le pH au scalp? Donc il va juste nous permettre, c'est un procédé qui nous permet de recueillir quelques gouttes de sang au niveau de l'extrémité céphalique de notre fœtus pour essayer d'analyser ces gaz du sang, comme on peut le faire chez un adulte grâce à un prélèvement artériel. Donc il se fait par microponction au scalp, c'est une méthode de référence quand nous avons des anomalies ERCF. Il y a une évaluation ponctuelle de l'équilibre acido-basique, ça va nous dire est-ce qu'il y a une acidité ou pas. C'est une technique malheureusement qui fait face à beaucoup d'écueils parce qu'elle est d'abord invasive, ça veut dire que vous devez scarifier
le scalp de votre enfant. Donc il y a des situations, par exemple, on ne peut pas le faire. Si par exemple la patiente est porteuse d'une infection vénérienne qui est transmissible par le sang, dans le cadre d'un VIH, d'une hépatite B, d'une hépatite C, parce que vous risquez de transmettre l'infection à l'enfant si ce n'est pas déjà le cas. Et également, les prélèvements nécessitent un apprentissage technique qui doit être très rigoureux. Donc, mais ça reste la seule méthode efficace pour éliminer l'augmentation des césariennes en cas d'anomalie des RCF. Donc les résultats sont tout simplement de savoir si le pH est supérieur à 7,25, donc vous avez un fœtus qui est normal, donc il n'y a aucun risque d'acédose, donc la poursuite du travail est autorisée. Entre 7,20 et 7,25, c'est un état pré-pathologique, donc il faut refaire l'examen à 30 minutes, et inférieur à 7,20, ça signe déjà l'acidose et ça va justifier une extraction fœtale. Une autre technique de deuxième ligne qui est le dosage des lactates au scalp. C'est à peu près le même procédé. Et cette fois-ci, on va doser ce qu'on appelle les lactates. Donc, comme il y a acidose, il y a un mécanisme en anaérobie. Donc, vous connaissez tous ce phénomène. Quand vous faites du sport de façon excessive, à un moment donné, vous avez des courbatures dans les muscles. Tout simplement parce que le corps, quand il est en hypoxie, il ne reçoit pas suffisamment d'oxygène parce que l'effort physique n'est pas, ou bien du moins la respiration du sportif n'est plus adaptée à son effort physique. L'effort physique est trop important pour ses capacités respiratoires. Il va développer quand même un processus de genèse ou bien pour générer de l'énergie grâce à un mécanisme anaérobie. Donc il va fonctionner même sans oxygène. Mais il y a un revers de la médaille, c'est que certes il va continuer encore temporairement son effort physique, mais il va sécréter un produit qui est toxique, qui est l'acide lactique. Et c'est ce qui est à l'origine des courbatures musculaires que les sportifs développent le lendemain ou bien dans la soirée, etc. Surtout quand on n'a pas l'habitude, et c'est ce qui peut générer des crampes. On les voit sur les terrains de football, quand le match de football s'allonge avec les périodes de prolongation, les tirs au but, vous avez des gens qui font des crampes. C'est à cause de ça. Donc on va essayer de doser ces lactates qui sont également le reflet tangible et réel de l'existence ou non d'une acidose. Dès que nous avons des valeurs qui sont plus ou moins pathologiques à plus 6 millimoles par litre et qui signent une acidose sévère à plus de 7,5 millimoles. Une autre technique de deuxième ligne pour surveiller le fœtus, c'est l'oxymétrie de pouls fœtal. Donc c'est comme le capteur d'oxymètre qu'on peut voir en pédiatrie. On le place tout simplement, ou bien l'oxymètre que nous avons en unité de réanimation pour les patients hospitalisés, on le met au niveau du doigt et ça capte à peu près la saturation du sang en oxygène, mais ce n'est plus une technique qui est recommandée pour la surveillance de deuxième ligne. Par contre, nous avons une autre, la quatrième, c'est l'ECG fœtal, ce qu'on appelle le STAN-CGT. Alors, c'est une contraction très simple. Donc, STAN veut dire analyse du segment ST. Donc, c'est une technique basée sur l'extraction du signal ECG du fœtus. Donc, la première fois, on captait le rythme cardiaque avec le RCF. Mais cette fois-ci, on va avoir un enregistrement détaillé de l'électrocardiogramme fœtal. Toujours par les mêmes procédés grâce à des électrodes spéciales et qui vont nous permettre d'avoir un certain nombre de paramètres pour nous situer soit dans la normalité ou bien à la frontière de la pathologie, voire carrément dans la pathologie. Alors sa sensibilité est imparfaite, donc le taux de faux négatif est quand même de 1,6 pour 1000. Si l'hypoxie fœtale précède la pose de votre ECG de STAN, donc vous ne pouvez avoir aucune modification, donc il va être tout à fait normal, mais ça ne signifie pas qu'il n'y a pas d'anomalie. Et quand vous avez un ERCF qui se dégrade avant l'apparition du ST event, ça peut également vous poser problème. Donc il faut savoir, il faut avoir la ressource matérielle nécessaire pour en disposer, et qui doit être juste à côté, pouvoir le placer et enregistrer au moment le plus opportun, au moment en perte critique, quand il y a un événement fâcheux sur le RCF. Il y a eu dans la littérature au moins 5 essais randomisés qui n'ont pas retrouvé de bénéfice maternel au fœtal au fait de généraliser cette technique. Donc il y a encore beaucoup de choses qui sont dites par rapport à cette technique, il n'y a pas tout à fait de consensus. Moi je ne pourrais pas réellement vous donner mon avis personnel parce qu'on ne l'a jamais utilisé. Le seul bénéfice aujourd'hui admis étant celui de réduire l'utilisation du pH au scalp. Donc ça peut être une alternative quand nous ne pouvons pas, par exemple, faire le pH au scalp. Donc je l'ai expliqué, j'ai donné un exemple, un illustre exemple qui sont les maladies transmissibles par le sang, ou bien par exemple quand l'accouchement se fait par une présentation podalique. Quand le bébé vient par le siège, par les fesses, il n'y a plus d'extrémité céphalique, donc on ne peut pas faire ce pH-là au scalp, donc il n'y a pas de scalp, il est en haut, le pôle céphalique est en haut, donc vous pouvez utiliser cette technique. En conclusion, je vous dirais juste qu'il y a une sous-évaluation des possibilités de RCF, donc on n'a pas encore utilisé pleinement toutes les ressources et les capacités de cette RCF dans le cadre d'une surveillance fœtale.
Un rythme cardiaque fœtal normal a une excellente valeur prédictive négative, donc il peut nous dire à 100% qu'il n'y a pas de risque d'asphyxie. Connaître et reconnaître les anomalies majeures, donc c'est important. Il y a une évaluation des attitudes des professionnels qui doit être faite régulièrement pour essayer des formations continues, pour toujours essayer de se mettre à jour, pour comprendre et essayer de se familiariser encore davantage avec l'interprétation de l'RCF, qui est tout aussi complexe que l'interprétation de l'ECG, qui nécessite un apprentissage, que ce soit en médecine générale pour les omnipraticiens ou bien pour les cardiologues, qui l'utilisent assez fréquemment. Et quand on peut s'équiper d'un paramètre de surveillance de deuxième ligne, il faudra le faire. Donc tout ceci est basé sur les références émises par les recommandations en pratique clinique du Collège national des gynécologues obstétriciens qui datent de 2008 et qui sont encore valables jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention.